Les amis, pour la vidéo qui s'en vient, vous allez nous excuser parce qu'on a filmé ça dans notre grand loft à Blainville qui a des planchers de béton. Et on croyait que nos micros allaient pouvoir faire la job dans l'environnement. Malheureusement pas, on s'en est rendu compte en post-production et là c'est très difficile de ramener le son. L'histoire avait été racontée avec tellement de passion et d'émotion que je voulais pas reprendre les shots. Donc ma voix est un petit peu off, mais l'histoire est la même. Donc merci d'être là et n'oubliez pas si vous aimez l'histoire de commenter, liker et de partager. Venez nous voir sur la communauté privée, allez sur mon site web, tout est là avec les liens, les ci, les ça. Go! Donc sur le podcast aujourd'hui, je partage avec vous mon histoire. C'est important qu'on connecte les points entre le petit gars qui vient de percer dans le fin fond de la Gaspésie à aujourd'hui opérer un gros portefeuille d'entreprise et rouler en McLaren. Vous prouvez surtout que tout est possible. Hein? Vous le savez, mon message principal, c'est You can too. Tu peux toi aussi. Et vous allez avoir beaucoup plus de contexte là-dessus que vous venez juste de me découvrir ou même si vous avez écouté 100 épisodes de podcast. Je pense que c'est important que je partage avec vous tout ça. Donc, on commence maintenant. Donc, j'ai grandi à Percé, en Gaspésie, un beau village. Écoutez, un majestueux village au bord de l'océan, dans le fond de la Gaspésie. C'est magnifique. Allez-y, s'il vous plaît, si vous n'y êtes jamais allé. Mais allez-y l'été, parce que l'hiver, il se passe vraiment pas grand-chose. Et c'est le genre de petit village où ça se peut que ton prof de français, ce soit aussi le maire. Fait que c'est ce genre d'environnement-là, mais c'est magnifique. Mon père est un immigrant libanais que vous avez peut-être découvert via mon nom, Haroun. Hein? C'est pas très québécois comme nom. Et à l'âge de 20 ans, Ish est tombé en amour avec une Gaspésienne qui est ma mère. Et on a donc déménagé en Gaspésie après ma naissance à Montréal. Je suis revenu dans le village de Gaspésie et j'ai grandi dans une maison remplie d'amour, de respect. Mais on n'avait pas beaucoup de sous. En fait, pas du tout. Mon père, je l'ai vu travailler 3 jobs pour être capable de mettre du pain sur la table. Et écoutez, là, c'est pas compliqué. Et son auto, là, sa Nissan Micra dans le temps, là, était tellement pas en bon état que je me souviens, un hiver, on pelletait dans le char. Donc, pas à l'extérieur de l'auto. Il y avait de la neige dans le char, sur le banc arrière. J'oublierai jamais ça. On en fait encore des blagues, moi et mon père, quand on se voit. C'est malade. On pelletait la neige à l'extérieur du char. Et là, vous comprendrez que si tu pelles ta neige à l'extérieur d'un char, bien, on n'avait pas d'Internet haute vitesse, on n'avait pas de télévision câblée, on n'avait pas de jeux vidéo, on n'avait rien de ça. On avait une vieille maison, puis c'est drôle parce que je me souviens que je pleurais quand j'étais au primaire. J'étais là, moi, j'aimerais ça avoir des planchers droits dans ma maison, puis des portes qui se barrent. Tu sais, c'est comme une vieille maison, là, puis nos planchers, ils craquent. Puis quand ils ventent, tu le sens, puis tu l'entends, puis tu as l'impression de shaker dans la maison. Puis les portes ne se ferment pas complètement. Il n'y a même pas de porte qui se barre. C'est niaiseux. Quand on est jeune, on se compare sur des petites affaires niaiseuses de même. Mais écoutez, je me souviens maintes et maintes fois d'avoir pleuré là-dessus. Il faudrait que j'invite mon père pour qu'il vienne renforcer tout ça. Mais c'est ça. C'est de là que je viens quand j'étais tout petit. Secondaire, je suis allé à l'école du littoral à Grande-Rivière, d'où je viens. On était moins de 400 élèves, environ 390. Et là, vous comprendrez qu'on est dans la région. Hein. Je veux dire, le monde de Matane nous traite de monde de région. Fait qu'on n'a pas d'école privée, on n'a pas de sport-études, on n'a pas de terrain de football sophistiqué. On n'a absolument rien. Puis si tu n'as pas d'argent pour jouer au hockey sur glace, le seul sport organisé ou presque, ben tu joues dehors comme tout le monde. Fait que c'est ça qu'on faisait parce qu'on n'avait pas d'argent, comme j'ai dit tantôt. Et j'invitais pas de monde chez nous non plus parce que j'étais gêné de nos biens matériels, puis le fait qu'on n'avait pas d'Internet haute vitesse, puis qu'on n'avait pas de PlayStation, et qu'on n'avait pas ci et ça. Puis je pense que quand on est jeune, on se compare beaucoup sur ces biens matériels-là, puis on veut faire comme tout le monde, on veut écouter Pokémon, on veut jouer aux mêmes jeux vidéo. Tout le monde, je dis « on », mais c'est jeune. C'est comme ça que je me sentais à cette époque-là, donc j'invitais très rarement quelqu'un chez nous. C'était bien plus cool aller chez les autres. Anyway, c'était plus le fun aller chez les autres au niveau des jeux vidéo et ces choses-là. Donc j'ai toujours caché cette gêne matérielle-là, ça ne m'a jamais affecté au niveau de ma confiance en moi. J'avais beaucoup d'amis au secondaire. Puis j'ai appris dès un très jeune âge que la chose la plus importante que tu peux avoir, c'est pas nécessairement les biens matériels, puis avoir des parents qui roulent en Ferrari, puis ils viennent se parquer devant l'école là, quand tu débarques. C'est d'avoir confiance en tes moyens, d'être entouré de personnes qui t'aiment et te respectent, et dès un très jeune âge, déjà de t'entourer des personnes qui te propulsent vers le haut. Fait que c'est quelque chose que j'ai compris très jeune. Et j'ai jamais laissé ça venir m'affecter. Et de toute façon, je me sentais aimé, apprécié à la maison. Fait que je pense que ça l'a beaucoup comblé, ce manque-là. Tu sais, il y en a qui vont faire le contraire, qui comblent en matériel. Moi, c'est le contraire. Tout était comblé en amour et en respect. Puis je pense que ça a eu un méga impact positif sur moi. Donc, le secondaire a été une très belle période dans ma vie. C'est juste qu'au niveau matériel, j'étais
Il y avait un manque, là, il y avait un espèce de manque que je vais venir combler plus tard dans ma vie, mais... Donc, à 17 ans, je quitte Percé, je m'en vais en ville dans mon glorieux 1,5. On pèse sur le piton reset. C'est un nouveau départ. Et quand tu viens de la Gaspésie, bouger en ville à cet âge-là, c'est gigantesque. À 17 ans, là, je venais d'avoir 17 ans, je me ramasse tout seul dans un appartement. J'avais des chums en ville qui étaient bougés avec moi, évidemment. C'était magnifique. Et là, de 2007 à 2011, c'est un peu la roue qui tourne. Je manque des cours de cégep pour faire des siestes puis aller au gym. Puis on fait le party comme ben des jeunes de cet âge-là. Puis c'était beaucoup ça en rond, là. Donc, faire le party, être pas trop sérieux à l'école. Je me sentais beaucoup perdu au cégep. C'est vraiment pas une période de ma vie où je me sentais ancré nécessairement. J'ai l'impression que peut-être le départ en ville, moi, ça m'a ouvert un monde de... J'étais déjà libre à Percé, mais on dirait que ça... En fait, c'est que j'avais accès à faire beaucoup plus d'activités. Tu sais, quand tu habites à Percé, il n'y a vraiment rien de proche. Il faut que tes parents viennent te porter à quelque part. C'est beaucoup complexe. Là. Tu sais, il n'y a rien à moins de 20 minutes de route. Fait que quand je débarque en ville, puis tout est accessible à pied ou en autobus, ou tu sais, là, c'est facile, puis on est tous en appartement, un à côté de l'autre, c'est une nouvelle vie. Et l'école, écoutez, là, je l'ai mis dans un sac à poubelle, je t'ai mis ça de côté. Tous mes cours de cégep, j'étais à côté sur la limite des absences. Et ce, à tous les cours. À chaque session, je me faisais avertir, Julien, si tu manques un autre cours, t'es dehors, tu le coules. Je suis comme, OK, fuck. Tu sais, je continuais d'être de même. C'était une espèce de pattern toxique que j'avais avec l'école. Et j'ai juste fini par lâcher. Je me souviens, une après-midi, j'avais un devoir de fiscalité à remettre, fiscalité que j'ai coulé 2 fois d'ailleurs. J'avais un devoir de fiscalité à remettre. Il pleuvait à Sio. J'étais dans mon appartement à Québec sur Néré-Tremblay. Là, j'étais encore en retard pour ce devoir-là, pour ce cours-là. Ça fait aucun sens. Je me sens pas bien. Ça m'amène à rien, ça. Je lâche. J'ai senti là, un sac de briques tomber de moi. Je me souviens d'avoir appelé mon père. Parce que là, j'étais un peu stressé de dire. Je suis comme, père, ouais, j'ai pris une décision, j'ai lâché l'école. Là, ça marchait plus. Puis il m'a dit, bon, il était temps. Là, j'étais comme, fuck, tout le monde le voit autour de moi, dans le fond, que ça faisait aucun sens. Fait que j'ai lâché ce cégep, ce bel après-midi-là. Et je rentre je travaillais au Zibo, au Jules Dallaire dans ce temps-là. Il y avait un Zibo à Québec, il n'y en a plus en ce moment, mais je travaillais au Zibo au Jules Dallaire. Puis je me souviens d'être rentré. Puis la partner avec qui je travaillais à tous les soirs, Marie, elle me dit, voyons, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, man? Comment tu fais pour lâcher l'école? Ça n'a aucun sens. J'avais 21, 22 ans à cet âge-là. Puis tout le monde me trouvait fou autour de moi dans le resto, mais je le savais, moi, que ça ne m'apportait plus rien. Fait j'ai comme tassé le jugement des autres. J'ai foncé en ligne droite, puis ma vie se résumait à poulet bouilli, resto, gym. J'allais au gym 7 à 10 fois par semaine. Écoutez, c'était le centre de mon univers. C'était ma passion à ce moment-là. Mois de mars, un mardi, je suis en route pour aller à l'atelier. Je débarque, comme à tout bon mardi, à l'atelier. D'ailleurs, l'atelier, c'est un resto où on avait transféré du Zibo. Pourquoi? Parce qu'on aimait beaucoup le directeur qui était là, Jonathan là, et c'est lui qui a été mandaté à ouvrir l'atelier, un nouveau resto tendance à ce moment-là à Québec, là, un premier bar de mixologie sur Grande Allée, tu sais, tout était en ligne, tout était parfait. Et l'atelier, encore aujourd'hui, est une place magnifique. Mais à ce moment-là, il y avait encore plus quelque chose de magique, du moins pour moi, parce que c'était tout nouveau. Puis la restauration, c'était à peu près tout pour moi. Là. Je veux dire, j'avais pas d'école, j'avais pas d'uni, j'avais pas de cégep, j'avais rien qui se passait. Moi, c'était la restauration et le gym. Tu sais, l'atelier, c'était ancré en moi. C'était des amis, ça représentait énormément de choses pour moi. Puis je me souviens, un mardi, j'arrive pour mon chiffre du midi et je me fais couler un espresso comme d'habitude. Et Joe vient me voir, me tape sur l'épaule, il dit « Jules, il faudrait que je te parle 2 secondes. » Fait qu'on va à 53, un petit 2 sur la demi-messe qui donne sur Grande Allée, on s'assoit, je me souviens, il faisait soleil, ça me tapait sur le côté, c'était 11 h le matin. Puis Joe perd pas de temps, il me dit « Jules, il va falloir que je te laisse aller parce que c'est toi ou la chef cuisinière. » Je suis sous le choc. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive de juste vivre un choc puis de me mettre à pleurer d'un coup, de façon incontrôlable. Fait que je mets mes lunettes, je me souviens, j'avais mes lunettes de soleil, là, Oakley mauve, là. Je me mets ça dans la face, je pars du resto à la course. Personne me voit, je croise personne. J'embarque dans mon Civic, je continue de pleurer, je suis pris dans le stationnement pendant un bout, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Je suis dans mon auto dans le stationnement, je suis pris dans le stationnement, je pleure dans l'auto. J'ai jamais vécu ça, là, j'ai quasiment peur de prendre la route. Je pars, je reviens à mon appart sur Néré-Tremblay, puis je suis confus au plus haut point. Je me suis jamais senti weird de même, parce que pour moi, l'atelier, non seulement c'était ancré en moi, c'était mes amis, c'était
C'était ma vibe, c'était... Mais plus loin que ça, rien faisait du sens. Parce que la clientèle m'aimait. J'étais le seul serveur assez en forme pour travailler tous les week-ends au deuxième. Et c'est là qu'ils me mettaient tout le temps. Là, pour ceux qui sont déjà allés à l'atelier, c'est 3 sets d'escalier qu'il faut monter. Et dans ce temps-là, le bar-service, il était en bas. Puis la suite était dans le sous-sol. Je ne sais pas si c'est encore ça, là. Mais des fois, il fallait monter 4 sets d'escalier pour aller porter quelque chose au deuxième. C'était épouvantable. Je devais faire 30 000 pas dans une soirée. J'ai pas d'Apple Watch dans ce temps-là, je ne sais pas. Là, mais écoutez, là, ça n'avait pas de bon sens, les up and down. Ça prenait vraiment du monde en forme pour s'assurer de faire ça. Et tout allait bien. J'avais des bonnes relations avec tout le monde, le staff, la direction, les mythes. C'était mon environnement, sauf une personne. La nouvelle chef cuisinière qui venait tout juste de rentrer. Ça faisait 2 jours. Et cette soirée-là, on a eu une conversation quand même enflammée sur une chose. C'est qu'il est environ 10h15, on est au dernier service et un client qui me demande « Excuse, il n'y a pas d'oignons sur le menu dans le cheeseburger. Est-ce que tu peux m'ajouter des oignons? » Et moi, évidemment, pro-service clientèle, la chose la plus importante pour moi, c'est comment le client se sent. Donc, je me pose pas la question à savoir est-ce qu'on a le droit de mettre des oignons ou pas. Je dis « Ben oui, je t'arrange ça, mon chum, aucun problème. » Je prends mes commandes, je descends en bas, punch ça dans l'ordi. Next thing you know, j'arrive à la suite. La chef cuisinière, elle me dit « Hey, il n'y a pas d'affaire d'ajouter des oignons dans un burger. Il n'y en a pas sur le menu. On ne touche pas au menu. That's it, that's all. On a un bar à tartare en bas. Ils sont là, tes oignons. C'est pas compliqué. Tu le mets dedans, je comprends. C'est quoi le concept ici, là? Tu ne mettras pas d'oignons dans le burger. Fait que là, on se pogne de même là-dessus. Moi, ça me dépasse, ces choses-là. Ça ne connecte pas avec qui je suis. On est supposé tout faire pour le client. Fait que je gagne pas cette bataille-là parce que je la gagnerai pas, le chef cuisinière, moi je suis serveur. Je remonte en haut, la tête entre les 2 jambes, je dis hey, je suis désolé finalement, crème, on n'a plus d'oignons, je comprends pas ce qui s'est passé, on est backorder ces oignons à soir. Fait que j'invente une histoire qu'on est backorder. Je descends en bas, on se fait rencontrer par la direction. Et c'est quoi cette histoire de chicane-là, là, ces oignons? Parce que c'est des espèces de suites ouvertes dans le fond, là, en bas, une espèce de cuisine semi-ouverte, fait que tu peux probablement entendre un peu. Fait qu'on se fait rencontrer, on se parle, je m'excuse, là, ok, c'est beau. Moi, je pense que tout le monde est passé à autre chose, mais ça a l'air que non. Fait que, elle a demandé que j'étais mis à la porte. Et cette histoire-là m'a ouvert les yeux sur quelque chose d'hyper important qui a changé ma vie, donc je suis extrêmement reconnaissant de ce moment-là. C'est que je me suis rendu compte que si tu peux échouer à quelque chose que tu n'aimes pas réellement, mais pourquoi pas juste foncer à 100 000 % dans qu'est-ce qui te passionne puis qu'est-ce que tu aimes? Parce que de toute façon, ça se peut que tu te plantes. Puis la sécurité d'emploi, quand tu y penses, c'est peut-être juste un mirage. Mais je commençais à vraiment me poser des questions là-dessus pour faire, sais-tu quoi? Fuck that. Ma page Instagram que j'ai, secrète sur le site fitness, je vais commencer à me forcer pour vrai. Donc, à ce moment-là de ma vie, quand je me fais mettre à la porte de l'atelier d'une job que j'adorais avec des gens que j'aimais, que je côtoyais pratiquement au quotidien, je sens un vide extrême en moi parce que là, j'ai pas de deck. Je suis pas à l'uni. J'ai pas de job à ce moment-là, j'ai besoin d'argent. Mes chums vont à l'université, moi je suis perdu, j'ai rien qui se passe, j'ai pas de repère, j'ai pas d'objectif, j'ai rien à ce moment-là. Je sens un vide en moi qui est... La seule chose que j'ai, c'est une page secrète Instagram de fitness que je partage pas à personne parce que je me noie dans le syndrome de l'imposteur. Je me noie dedans. Puis ça, c'est dans le temps que les médias sociaux n'étaient pas si hot que ça. L'accès aux médias sociaux était beaucoup plus difficile à la création. On avait des vieux iPhones. Il y a personne qui avait des caméras filmées en 4K dans leur poche. Fait que je décide de focusser sur cette page Instagram-là. Je ne sais pas où ça va me mener, mais une chose est sûre à ce moment-là, c'est que j'ai une grande passion pour le fitness. Je vais au gym 7 à 10 fois par semaine encore. C'est impossible pour moi de prendre un day off. Pour moi, un day off de gym, c'était faire un bicep, tricep, abdos là, au gym. Fait que j'étais toujours au gym. Je faisais gym le matin et CrossFit l'après-midi. J'étais vraiment intense à ce moment-là. Puis c'était ça le centre de mon univers. J'avais pas vraiment d'objectif. Je voulais pas faire de compétition. Je voulais pas faire ci. Je voulais juste voir où ça allait me mener finalement. Et comme je décidais de focusser sur ma page Instagram et de la faire grandir, et j'avais aucun sens des affaires et personne vraiment pour m'aider autour de moi, je suis pas né dans une famille entrepreneuriale, j'ai pas d'amis qui sont entrepreneurs, tout le monde est à l'université, suivent l'espèce de chemin de terrain battu classique. Je me dis, je vais m'inscrire à l'école, puis j'ai pas de deck, fait que je m'inscris comme étudiant adulte à l'UQAR, à Lévis, à l'autre bout. Mes chums se pissent de rire dessus. Et ils n'en reviennent pas. J'étais le pire étudiant au cégep. Et là, je me ramasse étudiant adulte
à qu'est-ce qu'eux considèrent l'école de la seconde chance, parce que l'Université Laval m'avait refusé, évidemment. Ils ont des critères beaucoup plus hauts que l'UQAM. Ils appelaient ça l'école de la seconde chance sur l'île. Ils appelaient ça... Quand on habitait à Le Bourgneuf, ils disaient, tu t'en vas étudier sur l'île à l'autre bout de Lévis. C'est pas une île, évidemment, mais je prenais le pont de Québec puis je traversais à Lévis. Après une semaine de cours, je me rends compte qu'ils ne prennent pas les absences à l'université, donc magnifique pour moi. Et je décide quand même de tout donner à l'Uni parce que là, c'est assez, là, mes chums qui me disent que je suis pas bon à l'école. L'école, dans ma tête, je me disais, si je me force un jour, je vais être capable d'exceller. Donc, je me force cette session-là et je finis la première session avec un taux d'absentéisme à la hauteur de mes résultats. Je finis avec une espèce de A de moyenne qui équivaut environ à 85-90 si je ne m'abuse. C'était très, très bon. J'avais des bons résultats, mais l'école ne me servait plus à rien parce que je m'avais rendu compte que l'entrepreneuriat, ça ne s'apprend pas sur les bancs d'école, premièrement. Donc, pour ça, ça ne pouvait jamais m'aider. Et je m'avais déjà prouvé que si je me forçais, j'allais être capable d'avoir de bons résultats. Donc, j'ai juste quitté l'école à ce moment-là parce que ça faisait en sorte que je me sentais encore plus perdu. Donc, j'appelle mon père pour une deuxième fois pour lui dire que je drop out. Il me dit la même chose. Il était temps. Et que tout ce qui me reste, c'est une page Instagram qui est environ rendue à 5000 abonnés. À ce moment-là, elle est plus secrète. Je l'ai présentée à mes amis. Je me sens un peu moins imposteur une fois que j'avais passé le 1000 abonnés. Et là, j'ai 5000 dans le temps où avoir 5000 abonnés, c'était quand même un grand exploit là, dans le monde des médias sociaux. Là. C'est plus comme maintenant. Là. C'était beaucoup moins populaire et c'était très rare de voir des gens en haut de 1000 abonnés. Moi, j'en avais 5000 et je me souviens, un midi, je suis dans mon appartement à Le Bourgneuf et je reçois un retour de courriel que j'avais envoyé il y a peut-être 6 semaines à une marque canadienne assez populaire à ce moment-là pour une offre de commandite. Et là, je lend cette opportunité-là. On m'offre ma première commandite dans le monde du fitness. Ma première victoire entrepreneuriale, je me souviens, je sautais dans mon appart à Le Bourgneuf. La folie, je disais, yes, c'était malade. J'écrivais à tous mes chums, hey les boys, je vais être sponsor. Je disais à tout le monde au resto, à la job que j'initiais. J'étais fier de moi. J'avais un sentiment de fierté attaché à tout l'effort que j'avais fait pour me rendre là. C'est ma première victoire, je n'oublierai jamais ce moment-là. Puis ça a été un moment critique dans ma vie parce que je me suis dit, OK, là, je vais être capable. Je vais être capable d'accomplir de grandes choses. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais là, let's go, je suis là. On est en mai 2014. J'ai déjà coupé les ponts avec l'emploi que j'haïssais pour me lancer dans le vide avec Fit Addict, ma nouvelle entreprise de coaching en ligne. Quelque chose qui ne se faisait pas vraiment à l'époque. C'était assez rare. C'était plus américain, là, les trucs de coaching en ligne. On avait Marc Fit au Québec ici, mais encore là, son public était américain. Et moi, je veux me lancer quelque chose un peu similaire à ce que Marc faisait. Donc, je lance mon site web de coaching en ligne, Fit Addict. Et là, comme tout bon entrepreneur qui n'a aucune expérience et qui se lance, je me vois déjà multimillionnaire là, dans 2 ans. J'ai hâte de peser sur Play. Écoutez, j'ai pas de job. Je vis sur mes prêts de la BDC et de la FCJE. Je le sais là, que tout ça va rouler puis je vais être multimillionnaire. Fait que je pèse sur Play, il se passe fuck all. Tu peux voir des criquets passer dans ton écran d'ordi tellement il n'y a personne qui visite mon site. En 4 mois, je vends 2000 $ de programme pour finalement faire face à la réalité comme quoi l'entrepreneuriat, c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Et que les risques de faire faillite sont beaucoup plus probables que les chances d'être millionnaire. Multimillionnaire encore plus faible. À ce moment-là, j'ai 70 000 $ de dette. Ça va pas bien. Là. Financièrement, ça va vraiment pas bien. Évidemment, j'ai fait 1001 erreurs financières. J'ai lancé ma job trop tôt. J'ai pris mes prêts étudiants pour aller faire des spring break à tous les années, Miami, Cancun. Des erreurs financières. Écoutez, je pourrais écrire un livre là-dessus. Et ça va pas bien. Là. Je suis 70 000 $ dans les dettes. J'ai pas de job. J'ai pas d'entreprise qui fonctionne. Mon startup est un failure complet. Je craque. Honnêtement, je craque. Je suis encore capable de vivre ce feeling de stress-là tellement ça m'a habité sérieusement. Je retourne en restauration, j'ai pas le choix. Je retourne en restauration, je recommence comme barman au mois de septembre au Délice à Lévis, un resto complètement extraordinaire. La plus belle terrasse que j'ai vue de toute ma vie, tout resto confondu. Pour vrai, allez-y, Délice à Lévis. Ça a été tellement une belle expérience d'emploi, j'ai adoré ce job-là. Mais j'ai pas le choix de revenir en restauration parce que il faut que je paye mes comptes, il faut que je commence à payer ces dettes-là parce que je suis en train de m'écraser sérieusement. Et je dois faire quelque chose avec Fit Addict parce qu'il faut prendre un virage. Donc, je prends un virage.
On me propose de transformer cette entreprise-là en entreprise de suppléments via mon sponsorship à l'époque, qui croyait en moi, qui m'appuyait, les gars m'aidaient là-dedans, puis disaient, hey, on pourrait te lancer une ligne de suppléments à ton nom, puis je suis sûr que ça fonctionnerait. Fait que let's go, moi j'ai rien à perdre, je prends le fonds de banque qui me reste, là, le peu de sous qui me restait de tous mes prêts et de tout ce que j'ai fait. Je mets tout all-in là-dedans, dans Fit Addict, qui maintenant garde le même nom, mais devient une compagnie de suppléments. Les suppléments, ça se passe mieux pour moi. C'est un virage positif, finalement. Je suis content. Ça prend un peu plus de momentum. Je vends environ 14 000 $. Par contre, gestion financière, ça va pas super bien encore. La première année, je fais des pertes plus hautes que mes ventes. Donc, je perds 16 989. Là, vous comprenez qu'à ce moment-là, je suis dans les dettes par-dessus la tête. Et en plus, j'ai l'entreprise déficitaire de 16 989 $. Sur papier, je ne vaux vraiment pas grand-chose. Je me souviens qu'à un moment, j'avais 11 $ et quelques dans mon compte chèque, alors que j'avais plus de 80 000 $ de dette. C'est très débalancé, mon affaire. Passif-actif. J'ai un potentiel de croissance. J'ai l'impression que je vais faire pas loin de 40-50 000 pour la deuxième année, mais je veux dire, croire de quelque chose aussi petit de 300 %, c'est pas nécessairement une grosse victoire pour moi, surtout au niveau de dette où je suis rendu. Et je me sens de plus en plus perdu là-dedans parce que je sens que mes faiblesses au niveau de la vente et de la distribution au détail viennent me rattraper. Et c'est comme si je traînais un piano à queue. Là, ça allait être extrêmement difficile pour moi de vraiment faire grossir ça pour vrai. Donc, je sens un vide, mais je continue de foncer quand même. Et à travers ça, je travaille encore au délice. Donc, niveau payage de compte, ça se passe bien. Là, j'ai appris à ne pas piger dans le compte entreprise pour payer ton électricité chez vous. Et j'ai au moins appris de ces heures-là. Donc, je continue de travailler fort. Je lance 2 produits. Et là, mon 3e produit, c'est là que les choses changent. Parce que je me souviens d'avoir été chez mon fabricant à ce moment-là. Parce que je voulais lancer un BCA et je m'assois à la table et je suis là pour demander des prix en fonction de ma formule que j'avais préparée, que je voulais explorer. Et là, on me demande combien tu veux payer. Et là, je suis vraiment confus à ce moment-là. Je comprends pas ce qui se passe. Je comprends pas la conversation. Je comprends pas pourquoi tu me demandes combien je veux payer. En fait, moi, je suis ici pour des soumissions. Je veux savoir si j'en commande 200, c'est combien? J'en commande 500, j'en commande 1500. C'est quoi le deal qu'on peut faire? Et on me repose la question. Combien tu veux payer? Et là, je suis ultra confus, donc je pose encore plus de questions, à savoir pourquoi tu me demandes ça. Et là, on m'explique que je pourrais faire comme tout le monde, choisir un prix et ensuite ajuster la quantité de BCA en fonction du prix et remplacer ce qui manque en maltodextrine. Donc, une pratique qui semble assez banale parce qu'on m'en parlait de façon banale, comme quoi on pouvait juste remplacer, mettons que je demandais 7 grammes de BCA sur ma soumission, mais on pourrait faire, écoute, on va te mettre 4 grammes de maltodextrine, qui est un sucre qu'on peut utiliser qui a l'air de BCA, techniquement. On peut mettre 4 grammes de maltodextrine puis mettre 3 grammes de BCA. Puis tu peux mettre 7 sur ton étiquette si tu veux, mais dans les faits, ton produit te coûterait vraiment moins cher et tu peux un peu guider ce prix-là. Fait que à ce moment-là, je vis une espèce de deuxième choc bizarre depuis l'atelier. Je pense pas de m'avoir senti weird de même. Je comprends pas qu'on me parle de quelque chose d'aussi critique de façon aussi banale. C'est pas normal. Puis qu'on me dise tu devrais faire comme tout le monde, ça m'ouvre les yeux sur... Il va falloir que je m'informe là-dessus parce qu'il y a de quoi qui marche pas. Là. Je pars de là fucké. Littéralement fucké. Je comprends vraiment pas. J'arrive à l'appartement puis je commence à faire des recherches sur amino-spiking. Et je me rends compte que plusieurs compagnies nord-américaines, canadiennes et américaines s'avaient fait prendre des culottes baissées de façon publique là-dessus, notamment Muscle Farm dans leur partenariat avec Arnold, qui est le plus gros nom dans l'industrie. Et là, je me dis, si Muscle Farm, à l'époque, sont capables de faire le coup à Arnold Schwarzenegger, imagine qu'est-ce qu'une compagnie du coin peut faire aux consommateurs réguliers. Et là, je me mets à tourner, je suis dans une tornade de confusion. Je comprends pas. Moi, j'ai été le consommateur de suppléments à 19 ans qui mettait l'entièreté de ses payes dans les suppléments. Ça m'amène des questions. Je me suis fait fourrer toute ma vie. Est-ce que mon pré-workout, c'est juste des agents stimulants, puis le reste, c'est juste de la poudre aux yeux? Sur l'étiquette, c'est quoi qui se passe? Écoutez, là, je tourne en rond, je suis fucké, je suis perdu. Je pourrais jamais compétitionner, moi, sur ce terrain-là. Jamais je dormirais la nuit si je tricherais mes produits. Je peux pas faire ça. Et là, c'est tout ce que j'ai là, à ce moment-là. Là. J'ai 24 ans, 25 ans, j'ai rien d'autre que cette compagnie de suppléments-là sur laquelle je travaille. Je suis dans les dettes jusqu'à là. Je viens-tu de me rendre compte que je pourrais jamais gagner non plus là-dedans?
Ça va pas bien. Mentalement, je suis frustré, je suis perdu, je suis triste, je suis tabarnak. Je file pas bien. Fait que dans ma tête, je quitte l'industrie pour une couple d'heures pour finalement me rendre compte après mes dizaines d'heures de recherche sur l'amino-spiking que pourquoi j'en ferais pas ma mission, dans le fond, de publiciser ces choses-là, d'arrêter que ça soit banal. Et de mettre sur pied la compagnie la plus intègre, la plus transparente au monde, qui va livrer des produits de qualité, innovants, à bon prix, donc au prix du marché, sans exagérer. Pourquoi je ne ferais pas ça? Pourquoi je ne pourrais pas devenir cette espèce de joueur, de leader, de changement-là? Fait que je flirte avec cette idée-là pendant un bout, puis je décide que ça va être mon nouveau projet. Je n'ai pas de nom encore, mais je sens que cette mission-là me tient réellement à cœur, puis c'est quelque chose que je peux mettre sur pied. Quelque chose qui va me donner de l'énergie. Une mission qui vient vraiment me chercher, surtout après tout ce que j'ai su sur l'amino-spiking. Fait que je décide de travailler sur le projet et ma vie fait un 180 au moment où je reçois un texte de Maxime Germain qui, lui, travaillait pour une grosse compagnie canadienne à ce moment-là au niveau des ventes. Et il me connaissait via l'entremise des médias sociaux. Il savait que j'excellais en médias sociaux et en web. Et lui avait comme rêve de partir sa propre ligne de suppléments et de la distribuer à travers son grand réseau de contacts. Donc, c'est magnifique parce que sur papier, lui comblait mes plus grandes faiblesses, soit la vente et la distribution au détail. La vraie question, par contre, qu'il fallait se poser, c'est est-ce que lui et moi avons des valeurs qui sont alignées? Parce que moi, je ne veux pas embarquer sur le même terrain de jeu que tout le monde. Je veux qu'on prenne cette mission-là que j'ai et qu'on parte en ligne droite là-dessus parce que sinon, je ne veux rien savoir de l'industrie. Fait que Max et moi, on se rencontre au Tim Hortons à Mirabel, pas loin d'ici où on est actuellement. Et on se parle, par genre, deux inconnus qui se rencontrent autour d'une table avec un projet d'affaires. On ne se connaît pas du tout à ce moment-là, outre qu'on sait qu'on excelle chacun dans nos départements. Et je lui partage ma mission, qu'est-ce qui me tient à cœur. Et c'est drôle parce que lui il me disait, écoute, moi, mon fils joue Bantam 3, puis je ne sais pas quel supplément il donner pour vrai, parce que je fais confiance à peu près à personne. Fait que c'est malade parce que je me suis rendu compte à ce moment-là que Max avait des valeurs d'intégrité comme les miennes. Et Believe est né à ce moment-là en 2 cappuccinos glacés. On est partis chacun de notre côté. On a travaillé sur le projet derrière la scène pendant plus d'1 an. Et en octobre 2016, 2 inconnus, Max et moi, encore inconnus à ce moment-là, on se lance en affaires avec un prêt de 25 000 $ de ma tante Manon. Donc, mes dettes à ce moment-là s'élevaient à plus de 100 000 $. Je ne l'ai pas dit à ma tante. Mais dans tous les cas, je l'aurais remboursé, mais on se lance, ça part. Il faut que ça parte. Il faut que ça parte fort parce que là, les deux, on est do or die. Max, qui vient du réseau de distribution et de vente, il ne peut plus vraiment changer de job parce que là, il va brûler son réseau de contacts. Il y a 3 enfants à soutenir, une femme, une famille. Moi, j'ai 80 000 $ et en plus de la dette que je viens de générer avec ma tante Manon, les deux, on est au bord du gouffre. Là. On marche sur un fil d'acier à 400 pieds de hauteur, puis c'est pas un bassin d'eau en bas. Là. On est jusque-là, à côté sur le mur, stressé. Je donne tout ce que j'ai. Je suis là, je suis prêt à tout faire pour que ça lève. Tout faire. Et là, c'est sûr que le fait qu'on est deux, ça change tout. C'est là que j'ai compris que les partenariats en affaires, quand les forces se rassemblent, c'est extrêmement puissant parce que les émotions se rassemblent aussi. Et tu n'as comme pas le choix de travailler fort si tu vois l'autre travailler fort. Donc, ça a été une belle réalisation à ce moment-là. Mais je donnais absolument tout. J'étais en live Facebook à tous les soirs pour ceux qui m'ont vu à ce moment-là, qui nous suivaient tous les jours. Des fois, c'était moi et Jacob, Anne-Marie et moi. Souvent, c'était des solos. Bref, j'étais toujours en live Facebook. Je voulais toujours avoir une présence. Et je faisais des démos 3 fois par semaine, souvent à Montréal, Québec, Gatineau. Je me déplaçais partout où on m'offrait la chance de présenter les produits et de les vendre. Je l'apprenais. C'était la seule chose qui m'importait, c'est de faire ça. Pas de sortie entre amis, rien le week-end, pas de bar. Je faisais rien. Pendant 1 an, j'ai rien fait. Tout ce que je faisais, c'était présenter des produits, faire la promotion, faire des lives, Tout ce que je voulais, c'est que le monde nous découvre. Et c'est ce que je faisais, constamment. Et je me souviens de Max dans mon appartement, parce qu'à ce moment-là, excusez-moi, c'était notre World Headquarters, là, trompez-vous pas, là, mon condo à Blainville, était rempli de boîtes. Mes tables de chevet sur le bord de mon lit, c'était des boîtes de protéines. Fait que je mettais mon sel la nuit, je mettais mon alarme, je la mettais sur une boîte de protéines. C'était ça, mon appartement. C'était que des boîtes de protéines, c'était notre stock room. Dans le milieu de l'appart, dans le salon, on avait une table blanche, longue table blanche, qui nous servait d'espèce de boardroom. Puis j'avais ma petite chambre privée là, sur le side où je faisais mes affaires plus solo, là, du design et tout, parce que c'est moi qui m'occupais de ça. Fait on portait vraiment tous les chapeaux, design, site web,
Comptabilité, c'est moi qui la faisais. Max faisait les ventes. Je faisais toutes les stories, les posts sur Instagram. Je faisais absolument tout. Je me souviens, Max faisait des cold calls dans le salon. Puis c'était comme, believe who? We don't need another brand, buddy. Good luck. C'était tout le temps du négatif, du rejet, du non. Une porte qui se claque, une porte qui se ferme. C'était capoté. Je me souviens, en décembre 2016, on a vendu 14 000 $. Écoutez, il n'y a personne qui mangeait du filet mignon. Là. Il y a des semaines qu'on se mettait pas une scène dans les poches, puis on n'avait pas de paye, puis nos payes, c'était jamais des grosses payes. Là. Je pense pas que les enfants à Max ont eu des PlayStation cette année-là non plus. Fait c'était do or die, littéralement. Mai 2017, on déménage de mon appartement. Enfin, j'ai les meubles dans mon appart. Je peux mettre une table de cuisine avec un divan. Incroyable, je me sens libre. C'est le fun aussi parce que ça crée une séparation entre l'environnement de travail et l'environnement de vie. Ça a été spécial. C'est quelque chose que j'ai pas dit d'ailleurs. Mais j'habitais, moi, constamment dans l'environnement de travail. Puis ça, c'est fucking weird. Parce que c'était aussi mon environnement de tournage pour les lives. Ce condo-là, c'était 95% de ma vie. Je sortais pour aller au gym puis aller à l'épicerie, genre de ça. Anyway. 2017, on déménage à Saint-Jérôme, 3000 pieds carrés. Notre premier entrepôt. Les ventes montent tranquillement. On est encore juste 2 dans l'entreprise. On a Dave qui fait des ventes, mais dans le day-to-day, on est 2. 3 dans l'équipe au total. Et ça progresse tranquillement. On commence à avoir des payes, du moins, de façon constante. Ils sont tout petites, mais au moins, ils rentrent. Fait que l'épicerie se paye en bonne et due forme. Fait que ça, c'est cool. Le compte de téléphone aussi. Fait que, au moins, au niveau des comptes, tout balance. On est correct. On est en mode survie encore. Et on a quand même besoin d'une étincelle, par contre, à ce moment-là. On se rend compte que c'est très difficile de jouer du coude avec tout le monde, surtout sachant que ce que je vous ai expliqué tantôt, beaucoup de compétiteurs vont être capables d'ajuster leur prix en fonction de certaines pratiques manufacturières douteuses qui peuvent être utilisées, ou encore ont beaucoup plus de shelf space depuis longtemps, ou il y a 1001 raisons pourquoi c'était difficile de jouer du coude, c'était pas juste ça. C'est dur de faire lever une marque dans une industrie qui est aussi compétitive, aussi saturée. On se l'est fait dire maintes et maintes fois. On s'est fait claquer des portes au nez justement pour ces raisons-là, parce que les étagères sont pleines. Donc, les détaillants ont besoin d'une raison pour prendre ton produit et le mettre sur une étagère, parce que souvent, sont déjà pleines, ces étagères-là, et ça prend une raison. Fait qu'on a besoin d'une étincelle. Et je me souviens, une belle journée, en revenant de Québec, chez notre fabricant, on essayait de trouver des solutions, mais c'est moi, comment on peut avoir des produits de qualité et se différencier, outre que par notre image de transparence et d'intégrité. Et là, on se bande des idées. Puis à un moment donné, on s'arrête sur le fait que, hey, attends une minute là. Pourquoi on ne sépare pas la protéine des saveurs? Donc, on vend une protéine qui est sans saveur. Et on vend des saveurs dans des contenants à part. Ça va permettre au consommateur de pouvoir changer de saveur constamment, parce que tu peux avoir 3 ou 4 saveurs avec le même pot. Tu peux aussi décider à quel point tu aimes ta protéine sucrée ou pas, en mettant plus ou moins de saveurs. Tu peux aussi prendre les saveurs, les mettre dans du café. Tu peux les prendre, mettre dans des recettes. Tu peux faire 1001 choses. Et le fait que tu as une protéine sans saveur, ben, c'est bien plus pratique pour les smoothies. Fait que là, on est comme, tabarouette, attends, c'est pas une mauvaise idée. Fait qu'on fait des recherches. Y a déjà quelqu'un qui a fait ça? Non, il n'y a personne qui le fait sur le marché actuel. Tabarouette, OK, c'est nous autres qui est fou. Hein? Parce que personne ne le fait, là. Fait que quand personne ne le fait dans une industrie aussi vieille, tu te demandes si ça tient de la folie, ton idée, ou si ça fait vraiment du sens. Fait que pendant 48 heures, on se lance la balle, on se la garoche, on essaie de trouver des faiblesses dans l'idée. On n'en trouve pas parce que le consommateur gagne. Nous, en tant que brand, on gagne aussi. Pourquoi? Parce que l'inventaire de protéines, c'est l'inventaire le plus dispendieux. Fait que nous, si on a juste une sorte de protéine, c'est bien moins engorgeant au niveau du cash flow. Et on peut être bien plus flexible au niveau des lancements de saveurs parce qu'on a juste des petits contenants de saveurs à lancer. Ça coûte bien moins cher. Là, on est comme, OK, c'est super bon pour nous autres. On va pas mettre notre compte chèque sur la table pour lancer le projet. C'est magnifique. C'est risqué, mais c'est pas la fin du monde. Et pour les détaillants, c'est bon aussi parce que c'est enfin une offre excitante, une offre exclusive pour attirer de la clientèle dans le magasin. Donc, l'idée sur papier est win, win, win. Maintenant, dans les faits, est-ce que ça va fonctionner? À savoir, mais on se lance dans le bain. Fait que sur ce bon match, il faut que ça marche. C'est peut-être notre étincelle qui va tout faire grandir d'un coup, qui va nous mettre sur la map, comme on dit. Donc, on présente le concept au Toronto Pro Show. Je me souviens, à ce moment-là, on n'avait pas encore le concept, techniquement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a demandé à notre fabricant de nous faire deux échantillons de saveurs.
Et on a apporté des pots vides qu'on a mis dans un présentoir qu'on avait aussi en échantillon avec des étiquettes que j'avais fait imprimer. On avait découpé à la main qu'on avait mis sur les pots. Là. C'était vraiment un... C'était vraiment un prototype là, de cette affaire. Mais on s'en allait dans un consumer show à Toronto, le Toronto Pro Super Show. Donc, on s'est dit c'est le moment parfait de tester l'idée et voir qu'est-ce que le monde en pense. Donc, on avait déjà booké des meetings avec quelques détaillants qui étaient curieux par rapport à l'idée, qui voulaient venir voir, venir écouter. Et là, on a un client de Saskatoon avec qui on essaie de faire affaire depuis longtemps, là, Josh, qui est aujourd'hui un très bon ami, Josh de Supplement World. Il débarque au boot. Il essaye 2 saveurs, Caramel Sundae puis Cookies and Cream. Il nous check. Il nous dit, les boys, si vous me donnez l'exclusivité à Saskatoon pendant, je me souviens plus c'est combien de mois, qu'il voulait peut-être 3 mois, rien de fou. On ne vendait même pas à Saskatoon anyway dans ce temps-là. On ne vendait même pas dans l'Ouest canadien et personne ne savait où on était. Il dit, je vous commande 1000 pots de protéines. 1000 pots de protéines, on n'avait jamais vendu 100 pots de protéines dans un mois. Il venait d'en commander 1000 one-shot. J'avais des frissons sur moi. Je courais dans le Toronto Pro Show. Je me sentais excité comme jamais. Écoutez, c'est comme si j'étais sur place puis mon corps sautait. Puis moi, y a rien, comme je contrôlais plus la machine. Là. C'était fou comment j'étais excité. Là. Je marchais partout. Moi, il y avait trop d'énergie dans mon corps pour rester sur place. C'était incroyable à ce moment-là. C'était ce que j'ai vécu parce que non seulement c'était un montant de vente d'un coup, mais c'est aussi ce que ça représentait de l'idée qu'on a eue, sur laquelle on a travaillé, ce flash-là. On n'était pas fous. C'était un bon coup. C'était un coup de génie. Là, c'est la preuve. Puis ça va ouvrir des portes. Puis si lui a trippé, il y en a d'autres qui vont tripper. Qu'est-ce qui arrive après? On revient au Québec. On se met all-in dans l'idée. Et là, ça commence à intéresser tout le monde, tous les autres joueurs. Et là, il y a un effet de boule de neige qui commence à se créer parce qu'un détaillant qui commence à avoir un concept, bien, le détaillant voisin le veut aussi. Fait qu'on commence à se faire appeler. Là, c'est la première fois que ça arrive. Ça nous intéresse, vos produits. On se fait appeler, une chose mène à une autre. Hein. Vous savez, c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'était fou ce qu'on a vécu à ce moment-là avec les Flavor Packs. Et je suis prêt à dire que ça a été le point tournant numéro 1 de Believe. Et ça a amené autre chose, évidemment. Donc, 2018-2019, on atteint ce qu'on appelle Product Market Fit, où le produit et le consommateur connectent ensemble autour d'un produit qu'ils aiment. Et c'est malade parce que nous, là, les Flavor Packs, notre concept d'ISO avec des saveurs sur le côté, fait du bruit sur les médias sociaux, fait du bruit en personne, on se passe le mot, et là, nous, on saisit l'opportunité là, ici, où on sent qu'il y a du momentum pour faire un rebranding, on sort une nouvelle image de marque, et on sort également d'autres produits excitants, dont le Pump Addict, le Energy Plus Burner à ce moment-là, et les Greens. Et là, qu'est-ce qui est le fun, c'est que les Flavor Packs, avec la protéine, nous sert d'hameçonnage avec un client, donc de premier contact avec le client ou le détaillant. Et ensuite, une fois que la confiance est établie, bien là, on est plus propice à essayer d'autres produits de la même marque en tant que consommateur. Donc, c'est un peu ça qui arrivait. Le monde achetait un Flavor Pack, était satisfait, commençait avec un pré-workout, avec le Pump Addict, ou achetait le Burner, ou achetait les Greens, et là, commençait à tout aimer parce qu'on avait des produits de qualité qui goûtaient bon, qui étaient bien pricés, et là, ils découvraient notre mission comme quoi on était intègre, transparent. Donc là, il y a un élément de confiance qui s'établit en plus dans la relation. Donc là, l'effet boule de neige commence à grossir très rapidement. Vous comprendrez l'effet de connexion avec la clientèle, de nouveaux produits, de ci et ça. Et là, on commence à avoir du momentum. Alors, on décide de déménager de Saint-Jérôme pour venir s'établir à Blainville. Dans 6000 pieds carrés maintenant, on double de superficie. Et on a aussi en tête un projet manufacturier. Donc, on commence à dessiner des plans puis à se lancer des idées sur quoi on aimerait devenir fabricant éventuellement pour des questions de flexibilité, de rapidité et aussi de sécurité pour l'entreprise. Donc, on se lance là-dedans. Août 2019, on se lance dans les constructions de ce nouveau projet-là. Et pour ceux qui écoutent mon podcast constamment, vous savez que j'ai 10 pouces dans les mains. Je suis rien capable de faire au niveau de la construction. Imaginez-moi maintenant gérer un chantier. Dealer avec le plombier, le gars de climatisation, le gars de stud, l'architecte, la ville. Name it, là, tabarouette. Il y a tellement de métiers qu'il faut connecter ensemble, puis les timings de chacun des métiers. Puis là, les gars se parlent pas, puis ils saillissent, puis ils chiolent l'un après l'autre. J'en parle, j'ai encore mal à la tête. Tous mes niveaux de stress, tous les segments sont à 10 sur 10. Imprévisibilité, nouveauté, manque de contrôle, menace à l'ego, stress financier. Je suis à 10 sur 10 partout. Je me noie dans le stress. Je file pas. Un lundi,
J'étais en train de finaliser des édits de vidéos avec Keith dans mon bureau à Blainville. Je me souviens, je buvais un café, c'était environ 6 heures. Je suis posé aller au cinéma avec ma blonde. Je suis dans le jus, c'est comme d'habitude, pressé cut-off. Ça file pas, là, je file pas bien. Fait que je pars de Blainville en balle. Je descends vers Montréal. J'habitais à Côte-des-Neiges à ce moment-là. Et là, je suis peut-être rendu à hauteur de Laval, puis je commence à pas bien me sentir. Là. Je commence à me sentir bizarre, j'ai le cœur qui pompe, je pense à ma to-do list. Puis honnêtement, là, ma to-do list, j'y pense pas. Là. Elle roule dans ma tête. Puis il y a des choses qui s'ajoutent imaginaires. Là. C'est fucké, là. Je me sens pas bien. Je me souviens, j'en parle, je m'en sens même pas. Je me sens même pas bien. Je me sens angoissé, stressé, je commence à avoir les mains froides, puis mon volant est à chaud, là. J'ai les mains froides, j'ai les pieds froids. Je commence à angoisser bien raide, mon cœur, je le sens pomper, puis là, je commence à me sentir étourdi, pas bien. Là, je commence à freaker out encore plus parce que je suis sur la route, là. Tu sais, c'est sérieux, je suis sur l'autoroute à 115 en descendant. Première sortie que je vois, Salaberry, je la prends, je sors. Je me parque dans le stationnement des Galeries Normands à côté du McDonald's, là, tout de suite à la sortie de Salaberry. J'appelle ma blonde, je viens me chercher tout de suite, là, honnêtement. Mon char est parqué là, j'y explique même pas, je viens me chercher, je fais le pas. J'y envoie ma location sur GPS. Je rentre en dedans dans le McDonald's parce que je me dis, écoute, là, je suis en train de faire une crise de cœur. Au moins, il y a du monde autour de moi. Fait que je me mets à marcher dans le McDonald's, étourdi raide. Je m'accote sur une table. À un moment donné, je me dis, hey, là, je file pas bien. Le monde me doit me trouver fucké solide. Mais honnêtement, je file tellement pas bien que la peur du jugement est restée à Blainville. Je te le dis, elle est pas avec moi. Je continue de faire le tour du McDo. Je file pas bien. Je retourne dans mon char. Je regarde à terre. Écoutez, là, je me suis jamais senti pas de même. Je mets toutes les chaleurs à high avec mon volant. Je suis penché de même sur mon volant avec la fan à top chaleur qui me pousse dessus. J'attends ma blonde. J'ai frette. Je grelotte dans le char. Je suis pas bien. Ma blonde arrive. Rassurant, ma blonde est médecin. Fait que, elle m'aide tout de suite. Elle me dit là, des grises, t'es pas en train de faire une crise de cœur. Tu fais une crise de panique. Là. Fait que je rentre dans le char avec elle. Elle s'en va pour prendre l'autoroute. Je dis non, tu prends pas l'autoroute. Je suis rendu que j'ai peur de l'autoroute. J'ai peur. J'ai peur d'avoir peur. Je dis, prends tous les petits chemins, puis on va se rendre à l'appart. Si à Côte-des-Neiges, hors de question, j'embarque sur l'autoroute. Ce soir-là, je ne suis pas capable de dormir, je suis trop stressé. Puis j'ai peur de la peur. Je me lève le lendemain matin, angoissé raide, je fais le tour de ma vie pour essayer de trouver le problème. Je suis stressé, je sais plus quoi faire. Puis je cherche, puis je cherche, puis je cherche, puis... À un moment donné, je me rends compte que ça ne réglera pas tout le problème, mais ça va régler une bonne partie du problème, puis je décide de faire un move un peu drastique puis de couper ma vie en 2 téléphones. Ça veut dire que je me ramasse avec un téléphone de job, celui-là, puis un téléphone perso. Fait qu'en sortant du gym, je me dis, premier truc de téléphone que je croise, j'arrête, je le prends, je m'en fous. C'est un TELUS, un Rogers, un Bell, un Vidéotron, des mythes, je m'en colle. Je fais un téléphone. Là. Je rentre chez Bell, je sors de là avec un téléphone, j'envoie un message à mon équipe. Un message comme quoi, voici la nouvelle procédure pour me parler, voici des heures qui doivent être respectées, et voici mon numéro de téléphone. Fait que si vous voulez me parler de job, si vous me parlez de quelque chose qui implique le travail, vous devez absolument me contacter sous ce numéro de téléphone-là. Et si vous voulez me parler au personnel, voici mon numéro de téléphone personnel. J'ai séparé ma vie en 2. Puis ça a été le meilleur move que j'ai fait. Fait que la vie va de mieux en mieux avec mes 2 téléphones, tranquillement. Je pense que ça envoie un message sérieux à l'équipe qui respecte aussi tout ça, cette transparence-là. C'est super important. Février 2020, on finit les constructions, on commence tranquillement à opérer, mettre les choses en place, prendre de l'expérience. On ne fait pas beaucoup de nos produits. C'est encore notre fabricant à Québec qui fait pas mal la majorité de nos produits à ce moment-là. Et mars 2020 arrive. Du jour au lendemain, on doit... selon les règles gouvernementales, mettre tout le monde à pied. Donc, on paye tout le monde jusqu'à temps qu'ils ont leur assurance emploi. On met tout le monde à pied, heureusement, comme on devait le faire. Tout le monde, bien sûr, sécurisé de façon financière. Mais là, on se ramasse avec un vide. Et on est étourdi. Moi, je me souviens, là, j'étais cold blood. Là, j'avais le sang complètement froid. Puis j'étais capable de voir des sons à ce moment-là, tellement j'étais focus. Puis j'étais comme, OK, j'étais en mode survie. Là. Qu'est-ce que j'ai à faire pour survivre? Je me souviens d'avoir appelé ma blonde et dire, babe, ça se peut que je dorme au bureau pendant le prochain mois ou pendant je ne sais pas combien de temps parce que je vais faire ce que j'ai à faire pour qu'on continue d'opérer. S'il faut que je vive ici, je vais vivre ici. Je vais expédier des commandes tout seul s'il faut. Là. J'étais prêt à tout faire. Puis c'est ce qu'on a fait. Je veux dire, chaque jour, littéralement chaque jour, je faisais Côte-des-Neiges, Blainville, Côte-des-Neiges, Blainville, Côte-des-Neiges, Blainville, expédier des commandes, faire de la production, tâches administratives,
garder le marketing à flot, publier ses médias sociaux, rester constant, envoyer des emails, faire... Écoutez, là, c'était épouvantable. Je l'appelle la période noire de ma vie, honnêtement. C'était... du moins de ma vie entrepreneuriale, où c'était même plus all-in, c'était tout de moi qui était là-dedans. Tout. Puis c'était tellement déprimant. Je partais de Côte-des-Neiges à 6 h le matin, personne sur la route. Ghost Town, Montréal. Pas fucking Percé l'hiver. Montréal, Ghost Town. Personne dans le chemin. Je montais à Blainville, faites notre journée, je revenais, personne dans le chemin. Tout seul. C'était constamment un combat mental à tous les matins. Je me souviens, je me levais de mon lit, je voulais pas aller au bureau, je voulais pas y aller. J'écoutais des vidéos d'Eric Thomas puis Dinky Johnson, puis je te reconnectais là, à mon why, puis je me nourrissais l'âme de ça, de vidéos de motivation, puis de reconnaissance, on n'est pas dans un pays du tiers-monde, puis on est au Québec, puis let's go, t'as la chance, puis ta manufacture est encore ouverte, puis une chance que tu l'as, puis ton équipe est là. On était Max, DP et moi à ce moment-là qui faisaient toutes les trois dans le building de 6000 pieds carrés pour la distanciation sociale, puis ces choses-là. Je pensais à mon père qui a fait des sacrifices puis qui avait 3 jobs pour mettre du pain sur la table. Puis j'étais comme si lui, il n'a jamais chialé puis il n'a jamais lâché. Mais moi, je ne lâcherai jamais non plus. Puis j'étais comme ça durera le temps que ça dure. Mais je me souviens des fois, je pleurais de fatigue. Puis je pleurais je pleurais parce que je ne sais même plus pourquoi je pleurais à un moment donné tellement j'étais j'avais tapé le fond, je ne sais pas combien de fois. Je descendais à Blainville-Montréal, je me mettais à pleurer dans le char. Puis je ne savais même pas pourquoi. J'étais juste à bout. J'étais plus bien, je faisais plus l'activité. Comme la plupart d'entre nous, tu sais, on se sentait tous, je pense, pas l'ombre de nous-mêmes à ce moment-là. Puis, moi inclus, là, honnêtement. Fait que ça, c'est vraiment une période weird, mais il y a des affaires de même dans la vie que the only way is true. Tu sais, c'est la seule façon que tu vas passer au travers, c'est de passer au travers. Tu peux pas passer à côté. C'est une tempête beaucoup trop large. Il fallait passer dans le centre. Puis, c'est ça qu'on a fait. On n'avait pas le choix, c'était juste une question de temps, mais c'est de reconnecter avec son why à ce moment-là qui est vraiment important. Donc, 3 février 2023, à l'heure où je suis actuellement, assis avec Keith dans notre loft pour partager avec vous cette histoire-là. Believe, actuellement, on travaille sur un complexe de 40 000 pieds carrés où on va avoir un gym state-of-the-art privé pour des clients exclusifs. Peut-être un de vous, vous pouvez m'écrire si c'est quelque chose qui vous intéresse de venir vous entraîner au Believe Gym plus tard. Un gros lab 2.0, un nouveau centre de distribution. Bref, un bel établissement sur lequel on travaille. On a plusieurs nouveaux produits qui s'en viennent, des gros projets dont un partnership avec Jonathan Huberdeau des Flames de Calgary, du développement aux US et plein de choses que je vais vous dévoiler bientôt. Mais c'est le fun de voir tout ça, puis la transition, puis où on est passé. Puis je pense que l'histoire le prouve, que tout est possible si vous y mettez toute votre âme, tout votre cœur, que vous y croyez, que vous vous entourez, bien sûr, de personnes qui vous supportent, qui vous poussent dans le dos, qui vous aiment, qui vous respectent et qui vont vous aider là-dedans, parce qu'absolument tout est possible, parce que c'est un petit cul qui vient d'un fin fond de village, percé en Gaspésie, pas d'école privée, pas de sport-études, pas de parents riches, est capable de se rendre là où je suis aujourd'hui. Tu peux toi aussi. Fait que merci 1000 fois à toutes celles et ceux qui nous supportent, de près ou de loin. Merci, je vous aime. Puis n'oubliez pas de mettre des 5 étoiles. Likez la vidéo, 5 étoiles sur Balados, 5 étoiles sur Spotify, mettez les 5 étoiles partout, partagez dans vos groupes Facebook, vos communautés, Instagram, partout en story. Ciao guys, je vous aime.